Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science qui aujourd'hui sera consacrée à un débriefing sur notre vidéo intitulée Les 6 découvertes qui me feraient changer d'avis sur l'évolution. Donc vidéo que je vous conseille d'aller voir avant de regarder celle-ci si vous ne l'avez pas déjà vue. Et pour en discuter, eh bien j'accueille aujourd'hui Thomas Durand. Thomas Durand que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Acer Mandax et qui fait aussi la voix de Mandax dans l'émission sur YouTube La Tronche en Biais. Donc bonjour Thomas. Bonjour. Donc Thomas, tu es un grand défenseur de la zététique, notamment sur ton blog La Menace Théoriste et sur ton émission YouTube La Tronche en Biais. Mais là, tu es surtout invité en tant que biologiste, puisque tu as aussi un doctorat de biologie que tu as obtenu à Orléans. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, c'est surtout en tant que biologiste que tu vas participer à cette émission. Puisque pendant en fait, l'objectif de ce débriefing, ça va être un petit peu donc déjà de rediscuter certains points, puisqu'on a eu de nombreuses questions dans les commentaires de la vidéo qui demandaient des approfondissements sur certains points. Et surtout, eh bien, cette vidéo, je l'ai écrite en tant que paléontologue, et en tant que paléontologue, je n'ai pas une connaissance si approfondie que ça en biologie. Donc là, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est d'avoir l'avis d'un grand défenseur de l'évolution et biologiste, en plus du mien, sur les arguments que nous avançons dans cette vidéo, ces arguments qui pourraient invalider l'évolution. Donc, est-ce que un biologiste les trouverait suffisamment convaincants? Et peut-être, est-ce que un biologiste saurait en proposer d'autres, en plus des 6 que nous avons développés dans cette vidéo? Je ne suis pas non plus une référence absolue en biologie ou quoi que ce soit. J'ai un doctorat en physiologie végétale. Je ne suis pas un expert de la théorie de l'évolution. Enfin, ça m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup lu et je vulgarise, mais voilà, je veux pas non plus usurper un titre que je n'aurais pas. Je ne suis pas un expert de la théorie de l'évolution dans la science. Du côté de la vulgarisation plutôt, mais donc voilà, j'aurai un avis qui sera au moins un peu subjectif. D'accord. Manifestation de l'effet Dunning-Kruger en direct. Et c'est mieux dans ce sens-là, toujours. C'est mieux dans ce sens-là. Ok, donc tu fais la physiologie végétale, moi je connais la paléontologie animale, on devrait quand même couvrir un certain panel à nous deux. Voilà, j'espère avoir des trucs intéressants à raconter. Donc ce que je te propose, c'est de diviser un peu cette interview en 2 parties. Première partie, donc revoir un peu la vidéo elle-même, passer en revue un peu les arguments développés dans la vidéo elle-même, et après, eh bien, passer à une deuxième partie où éventuellement on discuterait d'arguments qu'on aurait oubliés ou qui seraient apparus dans la littérature depuis le temps. Genre quelque chose qui serait du genre qu'est-ce qui convaincrait Mandax que la théorie de l'évolution ne fonctionne pas. Est-ce que Mandax est d'accord? Absolument. Merci. Lançons-nous. Donc déjà, commençons avec la vidéo elle-même. Alors, dans la vidéo, la miniature de la vidéo, c'est Darwin qui dit qu'est-ce qui me convaincrait que l'évolution est fausse ou est invalide. La réalité, c'est que j'ai écrit cette vidéo en pensant qu'est-ce qui, moi, me convaincrait que l'évolution est invalide. Parce qu'au final, enfin, je pense que tu connais bien la chose, on passe notre temps sur Internet et un peu partout à expliquer aux gens que la théorie de l'évolution ça marche, on passe notre temps à contrer des arguments créationnistes, mais je sais pas si t'as déjà eu cette sensation au bout d'un moment que et si j'avais tort, et si finalement la théorie de l'évolution ça ne marchait pas, et si j'étais réellement devenu complètement imperméable aux arguments des créationnistes et que finalement j'étais tout aussi dogmatique que eux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi? Oui, mais je pense que c'est bien. Il fait un temps, avant de connaître la communauté zététique, où j'avais l'impression que c'était une faiblesse. Parce que justement, je me disais, mince, je suis jamais sûr de moi. Quand quelqu'un dit quelque chose, j'ai toujours tendance à l'écouter et à me laisser influencer. Et je me disais, mince, peut-être que c'est une faiblesse. Bon, maintenant, j'ai un peu de bouteille, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut changer la vie constamment, tout le temps comme une girouette, mais qu'il faut être ouvert à la possibilité qu'on se trompe. Et sur l'évolution, il est fort possible qu'il y ait certaines choses que toi et moi on tient pour vrai et qu'au final soient fausses. C'est fort possible. Je doute que la réalité soit plus proche de ce que nous disent les créationnistes. Ça, j'en doute beaucoup. Mais il est fort possible que on ait des impressions ou des connaissances sur certains phénomènes qui expliquent l'évolution et en fait, dans 20 ans, on dira ah non, c'était pas exactement comme ça. Et donc, il y a beaucoup de débats dans la science à l'heure actuelle pour essayer de comprendre exactement comment ça marche l'évolution. Déjà, rien que ça montre que c'est pas dogmatique. En soi, il y a aucun dogme et quand les scientifiques utilisent le mot dogme,
ce qu'ils devraient pas faire, mais ils le font parfois quand même. C'est pas avec le même sens. C'est juste pour dire que voilà, il y a un socle duquel on estime pouvoir penser. Et le socle, voilà, il est posé et on pense qu'il est fiable. Mais c'est pas un dogme, puisqu'on accepte que tout soit remis en question tout le temps, en fait. Disons que pour le commun des mortels, j'ai envie de dire les gens qui n'ont pas vraiment la tête à fond dans la science, j'ai un peu l'impression que dogme et paradigme sont légèrement synonymes, pour pas dire complètement synonymes. Moi-même, je me rappelle avoir pensé quand j'étais jeune et stupide, que j'étais un étudiant, La guerre. ouais, que je croyais tout savoir. Je me rappelle m'être dit que bah oui, l'évolution c'est une croyance comme une autre, parce que finalement on passe tout le temps dans les cours à croire les professeurs qui nous donnent ce savoir. J'ai pris plusieurs années à comprendre que l'évolution et toute forme de théorie scientifique, toute forme de paradigme, c'est une question de confiance, pas de croyance. La confiance n'exclut pas le contrôle, contrairement à la croyance. Et c'est le problème du verbe croire. Parce que quand tu vas dans un cours, dans un amphi ou à l'école ou que sais-je, et que tu crois ce que te dit ton enseignant, en fait, c'est pas que tu le crois, c'est comme tu as dit, c'est que tu as confiance. Et donc c'est pas que tu crois ce qu'il te dit parce que il faut croire, mais c'est parce que tu as toutes les raisons de penser que tu peux avoir confiance dans ce qu'on te raconte. Et c'est pas du tout la même chose. Sauf qu'en français, et même en anglais, on a believe. Après les autres langues, je suis pas assez calé pour dire, mais en français, on a le verbe croire qui veut dire une chose et une autre à la fois. Et c'est embêtant. Donc pour ça, moi, j'évite absolument, de manière catégorique, dans ce que j'écris, le verbe croire. Parce qu'il est trompeur. Donc ça, il passe à la benne. Donc en revanche, le mot confiance, oui. Tant qu'on parle du dogme, en fait, je me rappelle qu'en réalisant cette vidéo, j'ai donc fait des recherches pour essayer de trouver des articles qui justement remettaient en question frontalement l'évolution comme j'avais l'intention de le faire. Et il y a rien. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un article de blog Why Evolution is True, qui est très 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 bon blog d'ailleurs. Hélas en anglais. Un universitaire américain qui fait ça. Ouais, je connais pas le détail, mais voilà, c'est le seul article que j'ai trouvé où là étaient détaillés voilà, lui-même, il donnait sa propre liste de choses qui, lui, le convaincraient que l'évolution est fausse. Alors, j'étais déjà à un état d'avancement sur le script qui fait que il y a beaucoup de choses qui se recouvraient, mais que finalement, il y a que un seul de ces arguments que j'ai repris, si je me rappelle bien. Je crois que c'est le dernier, celui de l'espèce 100% altruiste, c'est l'argument qui vient de lui. Mais les 5 autres, finalement, on les avait retrouvés indépendamment, parce que finalement, il y a pas beaucoup de moyens de scier à la base la théorie de l'évolution, on va dire. Mais voilà, j'ai été vraiment surpris de constater que la littérature est vraiment très faible là-dessus. C'est-à-dire qu'on est toujours là, en tant que zététicien, en tant que sceptique, on est souvent là à dire la science se remet tout le temps en question, mais au final, j'ai pas trouvé tant de gens qui étaient capables, qui avaient pensé à remettre ça en question. Alors, est-ce que c'est juste un défaut au niveau de mes recherches, ou est-ce que ça t'a déjà fait la même chose? Non, je pense que tu as raison. Dans le monde scientifique, les gens qui font de la science sont pas forcément des gens qui ont conscience de ce qu'ils font. Alors, je vais pas dire qu'ils sont... ils font bien ce qu'ils font, hein, c'est pas la question. Mais on n'a pas forcément des gens qui savent faire la distinction entre croyance et connaissance. Ils font très bien de la science, mais un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, ils n'ont pas forcément conscience des outils intellectuels, même philosophiques, qui vont utiliser, et ils sont pas forcément dans une démarche sceptique, telle que moi je peux la définir par rapport à la zététique. Ils veulent comprendre des choses. Et ils utilisent les meilleures techniques dont on dispose, et les meilleures méthodes, et c'est la science. Ils ont raison de le faire. Mais comment on défend le fait que c'est bon si on ne sait pas pourquoi c'est bon? Et c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as voulu faire en regardant un peu quels étaient les arguments sceptiques. Et c'est ce que nous on fait, parce qu'en effet, je pense que ça manque dans le paysage scientifique, vulgarisateur et compagnie, que les gens comprennent pourquoi ils peuvent avoir confiance, on en revient à ça, dans cette parole-là. La parole scientifique, c'est pas une parole comme une autre. C'est pas une opinion. C'est pas juste ça nous plaît de penser ça, donc on défend cette idée. C'est tout. Non. Si on défend l'idée, c'est parce qu'on a toutes les raisons de penser qu'elle est correcte, parce qu'on a tout vérifié pour être sûr qu'elle n'était pas fausse. Ouais, puis il y a aussi que je me demande comment serait accueilli un article comme ça. Je veux dire, si un article comme ça devait exister et devait passer par le processus de peer review, honnêtement, je suis très sceptique quand même quant aux chances de succès. En fait, le truc, c'est que les articles, les revues de science s'intéressent à la production de nouvelles connaissances. Ça les intéresse pas qu'on revienne sur le terrain pour rappeler pourquoi c'est vrai, parce que eux, les gens qui sont au top de la science, ils savent pourquoi c'est vrai. En revanche, il y a des revues qui s'intéressent à comment on enseigne la science. Et il y a notamment, alors je n'ai pas en tête, mais il y a une revue spécialisée pour les profs de biologie.
comment on enseigne la biologie. Donc il y a des gens dont le métier est d'être chercheurs en pédagogie, et donc eux s'intéressent, voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire passer une notion de biologie, pour faire comprendre et pour faire accepter que c'est une notion qui est vraie. Et dans ce genre de revue-là, là oui, on peut faire publier des articles comme celui-ci, où on passerait en revue tout ce qui pourrait nous faire changer la vie. Ça, je pense que et donc ça existe, hein, des articles comme ça. Alors, j'en ai pas vu forcément spécifiquement avec une liste comme celle-là, mais à mon avis, c'est publiable. Ça marcherait, mais alors faudrait avoir déjà un certain poids, quoi. Faudrait peser quelque chose. Non, c'est vrai. Il faut que c'est un intérêt pédagogique, donc il faut a priori que la personne ait de la bouteille et une expérience de l'enseignement pour mettre ça en perspective. Ouais, je viens de retrouver dans ma bibliographie une de ces revues, c'est Evolution, Education and Outreach. Voilà. Passons, si tu le veux bien, donc au vif du sujet. Donc on va passer en revue un peu les arguments. Enfin, moi, ce sont donc les arguments qui me convaincraient personnellement. La question est de savoir si ça pourrait convaincre quelqu'un d'autre que moi, j'ai envie de dire. Le premier argument qu'on avait abordé, c'était trouver un fossile humain dans le Précambrien. Donc le Précambrien, c'est cette période géologique qui commence avant le Phanérozoïque, c'est-à-dire avant la période où on commence à vraiment trouver des vrais fossiles, et pas juste des rogatons un peu isolés. Et donc n'importe quel fossile, en fait, d'une espèce actuelle ferait l'affaire, mais bon, l'humain, c'est quand même le must, puisque c'est là qu'il y a le plus de débats. Alors on avait développé tout un tas de conditions de validité, on va dire. Donc notamment au niveau de l'authenticité du fossile, de la traçabilité de la découverte. Partons du principe que le fossile est authentique et qu'il est validé. Oui, voilà. Donc partons du principe que le fossile c'est pas juste une photo avec un squelette géant dont on dit ah là là, on nous cache tout. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le principe du fossile vivant, voilà. C'est le fameux voilà les je ne sais combien de tomes d'Arunyaya qui nous montrent regardez, ça n'a pas évolué. Donc voilà, bon là c'est pas des fossiles chinois, c'est pas des fossiles du Maroc, c'est du vrai beau fossile qui vient d'un gisement dont on sait qu'il est très ancien. Voilà. Est-ce que ça passerait au travers des... Est-ce que ça impacterait violemment la théorie telle qu'elle est connue? Voilà. Et quand on a un élément comme ça, du coup, ça force à se demander comment on peut expliquer cette chose-là par rapport à ce qu'on sait. Il faut toujours se poser ça. Par rapport à ce que je crois savoir, comment j'explique ce qu'on me propose. Et pas uniquement, je comprends rien, donc forcément c'est l'explication. Ah, j'ai la bille numéro 3, donc c'est l'explication numéro 3. Oui, il faut vraiment qu'on ait une explication qui repose pas sur l'ignorance, mais sur la connaissance. Donc moi, j'ignore si le voyage dans le temps est possible. Mais d'après les connaissances, ça ne devrait pas être possible. Donc il y a peu de chances qu'on puisse expliquer ça par un retour dans le temps. Là, on pourrait imaginer, voilà, enfin, demain tu construis une machine à remonter dans le temps, tu vas sur place et car en fait le fossile, c'était toi, c'était ton squelette, voilà. Mais ça c'est un scénario de fiction, mais on peut vouloir y croire, sauf que j'ai rien pour l'établir. Bon, après si en effet on trouve un squelette dans ces conditions-là, c'est totalement, oui, ça force absolument à remettre en question tout ce qu'on croit savoir. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on passe en revue absolument, qu'on reprenne tous les fossiles pour vérifier ce qu'on a pu rater. Parce que, de manière très objective, comment on pourrait expliquer qu'on ait un squelette humain au Précambrien, puis aucun, pendant 600 millions d'années? Et puis paf, on retrouve des squelettes humains, mais qui s'inscrivent dans une lignée où on a une transformation depuis une lignée, on va dire simiesque, je ne vais pas forcément les bons termes, jusqu'à une lignée actuelle. C'est-à-dire, on a vraiment, à l'heure actuelle, un registre fossile qui est cohérent. Et là, on aurait un élément qui n'est pas cohérent avec ce qu'on a. Donc, si on a ce fossile humain ou totalement hors du registre, ça prouve que ce fossile-là, il a une histoire particulière qu'il faut chercher à comprendre, mais c'est pas suffisant pour balayer tous les faisceaux cohérents les uns avec les autres. Il faudrait plus qu'un simple fossile humain. Il faudrait vraiment trouver tout un panel d'espèces actuelles qui seraient dans ces couches très anciennes. Je pense aussi il y a une certaine inertie, c'est-à-dire que maintenant que le paradigme est établi, il faut plus que des anecdotes pour le renverser. C'est toujours, là on parle de si on trouve un fossile humain comparé à si on trouve une population humaine, comparé à si on trouve plusieurs dizaines d'espèces actuelles dans un registre fossile très ancien où on n'est pas censé les trouver. Voilà, il faudra plus que juste un seul fossile. Un fossile, ça restera une curiosité, ça restera une anecdote qu'on essaiera de faire rentrer
quitte à y aller au chausse-pied, comme Parce que disait... je pense que les gens s'imaginent qu'on trouve des fossiles au petit bonheur la chance, donc on se représente mal la richesse du matériel sur lequel travaillent les gens et sur lequel ils établissent des théories. Donc nous dire si je trouve un fossile à tel endroit, ça invalide tout. Non. Si on trouve tel fossile à tel endroit, ça veut dire qu'on a un nouveau truc à expliquer et que la théorie n'explique pas tout. Et une théorie qui n'explique pas tout, c'est pas grave, ça arrive tout le temps. Donc la théorie, elle reste valide dans le cadre de ce qu'elle compte expliquer. Et puis, si on a un fossile qui est complètement hors des clous, ah bah, ça voudrait dire que la théorie, elle est pas totale. Et du coup, on aura un cadre plus grand. Il faudra qu'on explique l'ensemble. C'est pas parce qu'on trouve un fossile hors des clous que le passage piéton est faux. Il faut peut-être juste élargir les clous. Oui, voilà. Ok. Donc numéro 2. Alors je vois dans mes notes, ouais, il y a pas mal de gens qui se sont plaints de la musique qu'il y avait entre chaque point. Donc c'est la musique avec Miley Cyrus. Alors ce n'est pas la chanson de Miley Cyrus, hein, je précise. C'est une reprise qui a été faite par une autre chaîne de vulgarisation scientifique. Et le titre c'est Organisms Do Evolve. Ah, d'ailleurs bon, c'est une reprise que je vous engage à tous à aller voir parce c'est hilarant. Voilà, ce n'est pas Miley Cyrus, non, je ne fais pas la pub de Miley Cyrus. Elle n'a pas besoin de pub, vous en faites pas. Je ne ferai pas de commentaires sur tes goûts musicaux. Donc le point numéro 2, l'absence de structure phylogénétique. Tout simplement qu'en fait, on a un arbre phylogénétique du vivant, le Tree of Life, qui n'est pas exactement un arbre, hein, qui est plus, comme on l'explique dans la vidéo, c'est plus un réseau avec des branches qui se connectent par-ci par-là. Mais voilà, cette structure phylogénétique, enfin cet arbre, il est structuré par des séquences, par des changements dans les séquences génétiques. Il est structuré aussi par des changements dans la morphologie, donc des caractères qui sont hérités d'ancêtres communs. Et si l'évolution est fausse, bah normalement on ne devrait pas trouver cette structure phylogénétique. Et là où il y aurait une ouverture, donc pour quelqu'un qui tenterait d'invalider l'évolution, là où il y aurait une ouverture, c'est que on connaît une part qui est absolument infime de la biodiversité terrestre. Alors je crois qu'en termes de caryotes, on aurait découvert que 1 million d'espèces sur 8. Et si on y inclut les prokaryotes, là on aurait juste... ce serait des milliards d'espèces qu'on aurait ratées. De toute façon, je suis partisan qu'on oublie le concept d'espèce. Ça marche pas pour les prokaryotes. Ouais, la notion d'espèce, c'est juste une notion qui permet de s'orienter dans cette biodiversité gigantesque. Le point étant qu'au niveau de cette diversité, autant génétique que morphologique, il y a certainement plus de 90% de cette diversité qui nous échappe. Et que du coup, il y aurait une ouverture pour quelqu'un qui tenterait de prouver que ce Tree of Life est faux. Que en fait, c'est un grand râteau ou un peigne avec les branches qui partiraient tous azimuts de nulle part et que donc il y aurait aucun ancêtre commun en réalité. Donc et là ça m'intéresserait d'avoir ton avis en tant que biologiste là-dessus parce que c'est vraiment un point qui touche à la biologie elle-même. La seule réponse que je peux faire, ça va ressembler à un bottage en touche. Et je vais donc court-circuiter ton interrogatoire parce que on a un faisceau. Et c'est exactement ce que tu dis dans ta vidéo avec ces colonnes. On a un ensemble d'éléments. Et les colonnes, elles sont cohérentes les unes avec les autres. Chaque construction est parfaitement cohérente avec son autour. La manière dont les espèces sont réparties géographiquement, ça correspond à leur apparentement génétique. Ça correspond à l'histoire qu'on peut voir dans les fossiles. Ça correspond à ce qu'on sait de l'histoire des gènes en eux-mêmes. Ça correspond à ce qu'on sait de l'histoire des climats. Ça correspond à l'histoire de la dérive des continents. Ça correspond, aux événements cataclysmiques qu'on peut trouver dans les couches géologiques. Tout est cohérent. Donc, à un moment donné, si j'arrive dans une pièce et que je vois un cadavre par terre, avec, Jean-Philippe qui a encore ses crocs plantés dans la gorge de Geneviève, alors j'ai deux possibilités. Soit il est totalement innocent et il était même pas là, soit, en effet, Jean-Philippe a sauvagement agressé Geneviève et il lui a bouffé la carotide. Mais à un moment donné, s'il veut produire des preuves, bon courage à lui. Et on est arrivé à un point où, justement, on ne peut plus s'appuyer sur tout ce qu'on ignore. Qu'est-ce qui serait une preuve suffisante pour me convaincre qu'il n'y a pas eu d'évolution? Il n'y a pas une preuve, il y aurait plein d'éléments. Il faudrait un ensemble cohérent. En fait. C'est ça. Sachant que l'évolution est un ensemble cohérent et solide de son côté, pour la contrecarrer, il faudrait forcément un ensemble cohérent, tout aussi cohérent et tout aussi solide, qui irait complètement dans le sens opposé. Et même là, on aurait juste deux gros ensembles très cohérents et ça permettrait pas encore de... Après, il faudrait en plus que ça invalide totalement. Il suffirait que ça explique mieux et que ça explique plus. Quand t'as deux théories qui expliquent un ensemble de faits, si t'as un nouveau fait et qu'il y a une théorie qui explique le nouveau fait et l'autre elle explique pas,
eh ben, on prend celle qui explique le nouveau fait. Il suffirait d'avoir ça. On ignore beaucoup de choses, et tu l'as rappelé, le vivant échappe en grande partie à ce qu'on... On ne sait pas ce que c'est que la vie. La vie n'a pas de définition en science. On ne sait pas encore ce que c'est. Parce qu'il est possible qu'elle n'ait pas de limite définie, que ce soit un concept flou, et que le vivant ou non vivant, ce soit des choses qui sont dans un continuum. C'est quelque chose qui revient aussi souvent dans les commentaires, mais ouais, faut que les gens comprennent que le vivant, c'est jamais qu'une chimie comme une autre. Nous sommes faits d'atomes qui sont non vivants, nous sommes faits de molécules qui sont non vivantes. Une protéine toute seule n'est pas quelque chose de vivant, et pourtant, enfin, je veux dire, on n'est jamais qu'un gros tas de protéines, quoi. Donc, voilà. Il n'y a pas de limite entre ce qui est le vivant et le non vivant, et que ce soit pour l'origine de la vie ou même à l'intérieur de notre propre corps à l'instant même. Nous formons un ensemble qu'on considère vivant, qui est fait de tout un tas de petits sous-ensembles. Tout à fait. Qui ne l'est pas. Malgré tout, il y a des choses qu'on sait. Et avec ce qu'on sait, on a une scène de crime où vraiment on a tous les éléments qui pointent dans la même direction. On peut se tromper. Bien sûr qu'on peut se tromper. Peut-être que on n'a pas les détails, peut-être que Jean-Philippe, à un moment donné, il a été gentil avec Geneviève. Ou peut-être que c'est elle qui l'a giflé en premier. Peut-être qu'il y a des milliers de détails qui vont nous échapper. Est-ce que ces détails sont déterminants pour savoir si, in fine, oui ou non, il l'a tué? Pas forcément. Donc il y a plein de choses qui vont nous échapper. Et il y a plein de croyances ou de connaissances qui vont être corrigées dans l'avenir, forcément. Pour autant, le fait qu'aujourd'hui on se trompe en partie un tout petit peu sur les éléments ne signifie pas que la conclusion à laquelle on est arrivé est fausse. Passer en revue toutes les raisons pour lesquelles on pourrait dire que la théorie est fausse, oui bien sûr, mais pour qu'il soit convaincant, il faudrait que tout s'arrive en même temps. Il faudrait que tout ce que tu as listé soit avéré dans les faits. Or, on n'a pas ces exceptions-là. On les a pas. Ça fait 150 ans qu'on étudie l'évolution. Ça fait 150 ans que dès qu'on cherche quelque chose on trouve des choses qui sont cohérentes. Ben non, mais en fait, tu dis que tu vas court-circuiter l'interview, mais en réalité, tu viens de lancer le gros du sujet. C'est-à-dire, est-ce que je me mets dans la place d'un créationniste, je me fais l'avocat du diable. Je sais bien ce que tu vas me dire. Oui, mais tu as raison. Ah oui, voilà, du coup, l'état dans lequel se trouve la théorie de l'évolution, c'est complètement infalsifiable. C'est-à-dire là, on est arrivé à un point où, en gros, on peut dire ce qu'on veut, on arrivera à incorporer tout dans la théorie de l'évolution. Là, du coup, je vais finir vite fait, puisque donc même si on trouve une espèce 100% altruiste, même si on constate une baisse de la biodiversité dans le registre fossile, même si on constate une inexistence totale des mutations bénéfiques, et même si on en venait, mais alors là, je sais pas comment on ferait, parce que, enfin, même moi, j'y crois pas à celui-là, même si on arrivait à prouver que la sélection naturelle n'existe pas, est-ce qu'on est dans un état, où la théorie de l'évolution est, comme tu le dis, si cohérente que jamais on arriverait à couper le tronc à la racine, quoi. On n'arriverait jamais à tuer la théorie de l'évolution à la racine, on ferait juste qu'attaquer les branches, et c'est tout, quoi. Tout peut être faux. Sauf que si en face de moi j'ai un arbre avec des feuilles vertes, et les feuilles sont vertes. Et me dire, oui, mais si on prouvait que les feuilles sont rouges, l'arbre serait plus vert. Oui, en effet, si on prouvait que les feuilles sont rouges, l'arbre ne serait plus vert. Il se trouve que l'arbre est vert. Il se trouve que ça fait 150 ans qu'on a trouvé des éléments. Et que être critique par rapport à ce qu'on sait, ça veut pas dire renoncer à ce qu'on sait. Et être sceptique, ça veut pas dire douter de tout le temps, juste pour le plaisir. Le doute, c'est pas une fin en soi. Donc, les gens qui étudient ces choses-là, ils savent des choses. Ils savent qu'ils en ignorent beaucoup. Et encore une fois, ils sont à la recherche d'une théorie générale qui explique tout. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas d'explication. En tout cas, on n'a pas de modèle complet qui explique comment on est passé d'un monde non vivant à un monde vivant. Donc, tout ce qui est abiogénèse, on ne sait pas dans le détail comment ça s'est passé. Le jour où on saura, la théorie d'évolution, son cadre se sera élargi. On aura une théorie qui portera un nom. Alors là, pour l'instant, c'est la théorie synthétique, qui portera un nouveau nom, la nouvelle synthèse, que sais-je, qui prendra en compte tout. Et si dans cette nouvelle synthèse, on se rend compte que les mutations bénéfiques existent pas, ou que l'altruisme existe, ou que sais-je, est-ce que ça remettra en cause le registre fossile? Pardon, il est toujours là. Ouais, il faudra juste interpréter différemment. Quand on a balisé l'état du monde, grâce à la science, on sait dans quelle zone la vérité peut se trouver. On sait dans quelle zone elle ne peut pas se trouver. Donc je ne sais pas. Je vois où tu vas en venir. En fait, le truc, c'est que les gens avec qui on se bagarre sur Internet et ailleurs, qui défendent la non-évolution des espèces. Alors d'ailleurs, ce sera une question à aborder plus tard. Ouais, est-ce que quand on dit qu'on n'est pas évolutionniste, on est forcément fixiste? Ça, c'est une autre question. J'aimerais bien qu'on l'aborde. Mais voilà, tous ces gens avec qui on se bagarre, appelons-les créationnistes, fixistes ou non-évolutionnistes, il faut aussi leur faire comprendre que même si un jour le paradigme évolutif devait changer, il changerait pas comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que voilà, la théorie de l'évolution telle qu'elle est aujourd'hui, elle est très très différente de
de ce que Darwin proposait. La théorie de l'évolution que Darwin a proposée, elle était elle-même très différente de ce qui avait été proposé avant. Donc voilà, la théorie de l'évolution est elle-même une entité qui évolue et on la fait évoluer en fonction de ce qu'on lui amène. Donc peut-être un jour la théorie de l'évolution telle qu'on la connaît aujourd'hui sera complètement invalidée, mais elle aura changé extrêmement graduellement au fur et à mesure des éléments de preuve qu'on lui apportera. Je me mets vraiment dans un cadre complètement hypothétique, mais tout ce qu'on croit savoir aujourd'hui ne sera plus valide, mais on appellera toujours ça la théorie de l'évolution. C'est juste qu'on aura fait des mises à jour régulièrement par rapport à ce qu'on aura découvert. Donc si on découvre que, voilà, comme on le disait, si on découvre que le registre fossile, on s'était complètement planté, si on découvre que la structure phylogénétique est complètement différente de ce qu'on croyait, on aura mis des add-ons, on aura mis des mises à jour. Par exemple, pour faire une comparaison, il y a ce qu'on appelle le catastrophisme. On en avait parlé, je crois, dans un commentaire d'une de tes vidéos. Cuvier. Voilà, le catastrophisme de Cuvier. Au début, donc, il y a Cuvier qui, à l'époque de la Révolution française et un petit peu après, sous Napoléon, avait proposé ce catastrophisme qui était ni plus ni moins qu'une extension du déluge, sauf qu'il se serait produit plusieurs fois, ce qui expliquerait pourquoi on trouve pas les mêmes fossiles d'une couche à l'autre. Et ce catastrophisme, il a été complètement abandonné après, une fois que Darwin a proposé sa théorie, qui expliquait ces changements d'une couche à l'autre de fossiles autrement. Et finalement, il est revenu, et inclus dans la théorie de Darwin, non plus opposé cette fois, mais inclus dans la théorie de Darwin, quand on a découvert ce fameux impact, les preuves de l'impact qui a tué les dinosaures. Donc, finalement, ce catastrophisme, il a jamais réellement disparu, il s'est juste transformé. Et maintenant, il est intégré dans une théorie plus grande. Donc, si ça se trouve, l'évolution elle-même, en fonction de ce qu'on découvre, je sais pas, moi, en physique quantique, typiquement, c'est le genre d'endroit où ils sont en train de tout secouer. Typiquement, le genre d'endroit où je m'attends à avoir une surprise, mais c'est peut-être que j'ai tort complètement. Mais voilà, si en physique on fait la grande théorie du tout, là, comme Stephen Hawking en parle souvent, si cette grande théorie du tout implique que l'évolution des espèces ne soit pas telle qu'on s'imagine qu'elle est aujourd'hui, alors elle se transformera en fonction de ça et sera incluse dans cette théorie plus grande. Le truc, c'est que quand même, parce que là, on est entre nous, donc on s'autorise à être humble, peut-être plus qu'il ne faut, avec ce que la science nous dit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que dire que dans 100 ans peut-être que tout ce qu'on sait sera faux. Oui, ça c'est une possibilité, parce que dans la démarche scientifique, on doit toujours être ouvert à cette possibilité. Mais moi, je suis totalement convaincu qu'il y a autant de chances que le registre fossile soit faux que la Terre soit plate. Le registre fossile est l'arbre du vivant. On n'a pas tous les détails. On ne sait pas quels sont les degrés d'apparentement complets entre toutes les espèces. On ne sait pas exactement quels sont les liens, comment les morceaux de génome dupliqués d'un côté et de l'autre se sont transférés. On n'a pas les détails, mais on sait que ça a une forme de réseau. Et on sait que ça n'a pas une forme de râteau, que les espèces dérivent bien d'un certain commun. Ça, c'est acté. Et à un moment donné, on va pas y revenir. Est-ce que c'est pas un tort, justement? Mais c'est un tort, non, parce que est infiniment complexe, et à chaque fois qu'on découvre des choses, on se pose de nouvelles questions. Mais ça veut pas dire que ce qu'on sait peut être totalement faux. Et l'humilité de la démarche scientifique ne doit pas nous interdire de dire il y a des choses qu'on sait et on ne va pas revenir dessus. Sauf s'il y a une preuve, bien sûr. Évidemment, s'il y a une preuve, on revient dessus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, à un moment donné, même en étant totalement humble, il n'est pas raisonnable, on va dire voilà, il n'est pas raisonnable de penser que tout ce qu'on sait peut être remis en question. Il y a une partie de ce qu'on sait qui va rester. Quel est le but de tout ça au final? Le but de toutes ces recherches, quel est le but finalement d'avoir une théorie de l'évolution ou de ne pas en avoir une? Sans rentrer dans des considérations politiques, enfin moi ce que je retrouve beaucoup, parce qu'on a fait des vidéos là-dessus sur les rapports sur islam et théorie de l'évolution, donc on a pas mal de commentaires. Certains musulmans créationnistes considèrent la théorie de l'évolution comme une arme inventée par l'Occident pour casser la culture musulmane et du coup perpétrer l'impérialisme occidental qui avait conduit à la colonisation il y a je sais pas un siècle et demi de ça. Donc voilà, il est perçu par certains créationnistes musulmans, une fois de plus, il est perçu comme ça, et du coup c'est comme ça aussi qu'il se diffuse finalement sous cette forme bâtarde qui est finalement qu'un moyen pour affaiblir la culture musulmane et aider l'Occident à pénétrer leur culture. Donc oui, mais enfin, dès l'instant qu'on prête des intentions aux gens, j'ai pas d'avis à avoir sur les intentions des uns des autres. A priori, je m'en tape. Je veux savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et les gens qui veulent parler de science devraient se poser cette question. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On s'en tape de pourquoi est-ce qu'on veut en parler. Exactement. La raison pour laquelle on fait tout ça, c'est parce qu'il y a un pouvoir prédictif. En fait, c'est une capacité à expliquer le monde qui nous entoure
dans cette théorie qui nous permet d'avancer dans des domaines particuliers. Je pense là le premier qui me vient, c'est évidemment la médecine. En matière d'évolution, voilà, on a la théorie de l'évolution permet de faire des prédictions sur l'évolution des micro-organismes contre lesquels on se bat tous les jours et qui nous rendent malades. Le but du coup, c'est d'avoir prédictabilité, explicabilité, donc pouvoir dire ce que le monde est finalement, voilà, et ce qu'il n'est pas. Donc voilà, la théorie de l'évolution, la raison pour laquelle on s'acharne un peu sur la théorie de l'évolution, c'est parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment de meilleurs modèles pour prédire, donc comme tu le soulignes bien, pour prédire donc l'écologie des espèces, pour prédire leur répartition, pour prédire leur registre fossile, pour expliquer la diversité du vivant. Pour l'instant, c'est le meilleur modèle qu'on a et il est en constante amélioration, on va dire. Mais du coup, par rapport à tout ça, on va passer directement à la deuxième partie, c'est est-ce qu'il y aurait pas un truc vraiment qui permettrait de dire voilà, si on découvre ça, c'est sûr, on a tout faux. Dans la vidéo, on utilise l'image de la bombe nucléaire, c'est vraiment ça le truc, c'est voilà, est-ce qu'il n'y a pas une bombe nucléaire anti-évolutive? Avant Darwin, il y avait déjà des gens qui pensaient que les espèces évoluaient, qui s'étaient rendus compte qu'il y avait des apparentements, etc. Darwin est arrivé avec son concept de la sélection naturelle. Ça fait 150 ans, ça fait 157 ans. Depuis, on a eu 1000 fois l'occasion d'avoir une bombe nucléaire qui viendrait nous prouver qu'on a tort. Quand on a découvert les gènes, on aurait pu avoir inscrit dans le génome copyright Made in China ou Made in Heaven, tu vois, enfin un truc qui nous dirait les mecs vous avez planté, hein. Non. Quand on a découvert les gènes, c'était cohérent avec ce qu'on pensait que l'évolution nous disait. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle discipline qui explore une nouvelle partie du monde, de l'univers, de la nature, pour tenter d'expliquer ce qu'il y a dedans, à chaque fois c'est cohérent. Alors on pourrait dire, oui mais c'est un biais de confirmation. Après tout, on ne cherche que les choses qui nous disent qu'on a raison. Oui mais non, la science fait vraiment l'inverse, parce que le chercheur qui viendrait nous prouver que la théorie de l'évolution est fausse, peut vous dire qu'il aurait 20 prix Nobel. Il en aurait un en médecine, il en aurait un partout, en chimie, tout ce que vous voulez, parce que tout est cohérent. Les gens qui font de la chimie, ils peuvent travailler avec les biologistes, ils peuvent travailler avec les physiciens. Toutes les disciplines scientifiques, entre elles sont cohérentes. On ne fait pas d'évolution dans son coin, comme on peut pas faire de la théologie, par exemple, dans son coin, en étant totalement séparé du reste. J'ai mon bouquin, et je décris le monde à partir de mon bouquin. Non, chez nous, en science, on a plein de bouquins, et tous les bouquins sont cohérents les uns avec les autres, et ils se citent les uns les autres. Donc, on a eu 1000 fois l'occasion d'avoir une bombe atomique. Oui, c'est un argument auquel je pense pas toujours quand je réponds sur les commentaires. Mais effectivement, c'est vrai que si la théorie de l'évolution telle qu'on la comprend aujourd'hui est fausse, alors dans ce cas, justement, les prédictions qu'on a faites devraient être fausses. Et quand on a séquencé le génome humain, le génome du chimpanzé, le génome de Néandertal, on aurait peut-être dû trouver trois choses totalement différentes. Et ça n'a pas été le cas. Et pareil, quand on a commencé à triturer les drosophiles, c'est depuis quand qu'on fait ça, croiser les drosophiles et les mutations et tout ça? 50 ans, hein. Ouais, ça fait un bon moment, et maintenant, en croisant toutes ces drosophiles et en les faisant muter, et puis en les isolant, et en isolant des populations, on aurait pu voir qu'elles n'évoluaient pas. Les créationnistes, ils aiment beaucoup penser que nous, on croit au hasard. Ce qui est faux. Mais quelles sont les chances que par hasard, tout le monde se soit trompé pendant 150 ans dans des milliers de laboratoires dans le monde? Le complot. Oui, voilà. Alors, pas de hasard. Et on retombe avec cette pensée conspirationniste qui, à mon sens, est étroitement liée. C'est pas étonnant que ce soit les mêmes qui croient à la création et qui croient au complot. Il y a une parenté psychologique, je pense. Pour la défense de ces gens qui font la théorie du complot, voilà, typiquement, c'est le système de peer reviewing. J'ai pas trouvé d'article qui développe un contenu comme on a développé dans cette vidéo. Pourquoi? Bon, moi, mon avis, mais ce n'est qu'un avis personnel. Mon avis, c'est que je pense que celui qui se jetterait dans une telle entreprise se ferait très très mal accueillir. Et c'est pas un complot, parce que c'est vraiment des réactions individuelles des personnes. C'est important. Ce sont des réactions individuelles des reviewers et des éditeurs et tout ça, mais qui globalement seraient d'accord parce qu'ils ont tous été formatés de la même façon, voilà. Mais ça, on peut rassurer les gens qui refusent l'évolution et leur dire que ils ont raison de dire que dans les gens qui font de la science, comme ailleurs, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui ont des intérêts et puis il y a des feignants, et puis il y a des gens qui tiennent absolument à leur certitude. Ça arrive. Sauf que il y a toute une dynamique dans la manière dont la science est construite qui fait que même si ponctuellement
par endroits, il y a des conservatismes, il y a des gens qui se reposent sur leur lit où il y a des conflits d'intérêts. De manière générale, celui qui va produire une connaissance, il peut la prouver. C'est l'intérêt de tout le monde de reconnaître quand il y a une vraie preuve. Et en termes de carrière, celui qui va être dans une démarche pour prouver ce qu'il dit et pour voilà, il va être favorisé. Les biologistes qui sont pas d'accord avec Dembski ou Billy, qui sont les seuls biologistes ou chimistes créationnistes, peut-être qu'il y a une raison. Et que si eux avaient raison, dans le monde scientifique, il y aurait beaucoup de gens qui auraient intérêt à être de leur côté. Puisque, in fine, ils seront jugés sur le fait qu'ils ont produit de la connaissance. Or, si Billy et Dembski ont raison sur le design intelligent, bah, même moi, j'ai foncièrement intérêt à être du côté de ceux qui ont raison. Ouais, du coup, ta réponse m'a fait penser à un épisode du balado Scepticisme scientifique où justement il discutait de ces échanges entre science et société, enfin science et sociologie des scientifiques, on va dire. Il y aurait une construction sociale et la science telle qu'on la vit à l'heure actuelle, elle serait le produit de la société. Voilà. Sauf que la Terre est ronde et les philosophes dans l'absolu ils ont raison, mais de manière pragmatique, s'ils veulent remettre en question le fait que la Terre est ronde, parce que la connaissance de ce fait ce serait une construction sociale, oui, la connaissance que la Terre est ronde est une construction sociale, mais elle est ronde. Et c'est un fait. Et il faut faire une distinction importante entre, il y a la communauté des savants, donc les scientifiques, qui sont des humains avec tous leurs défauts, le corpus des connaissances, qui est le produit de la science, qui est juste une mise à jour, et forcément demain on en saura un peu plus qu'aujourd'hui. Il y a l'application de la science, qui est la technologie, qui est sous la dépendance des gens qui décident, qui sont les politiques, et là on fait des choses atroces parfois avec la science. C'est pas la faute du mec qui découvre l'Alka-Seltzer si à un moment donné le mec utilise l'Alka-Seltzer pour, je sais pas, pour construire une bombe atomique. J'ai des bêtises, hein. Et puis il y a la démarche. Et moi je ne défends que ça. Dans mon travail de vulgarisation, je défends l'intérêt de la démarche parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Et le jour où on trouvera mieux, ce sera intégré dedans. Et la démarche, même si elle est imparfaite, elle a pour elle d'être une démarche qui a dans son ADN de se corriger. Et si quelqu'un trouve mieux que ça, moi je prends. Hein. D'accord, bah je crois que c'est un parfait mot de la fin. Du coup, on n'a pas fait exactement la structure point par point, mais je pense que ça a été tout aussi enrichissant parce que, de toute façon, les points, les auditeurs pourront aller les voir eux-mêmes et aller les critiquer s'ils le veulent en allant voir la vidéo. Mais oui, effectivement, l'essentiel, c'est effectivement de rappeler pourquoi on pense que ce qu'on pense est vrai, pourquoi on a confiance dans ce qu'on pense, et surtout de rappeler, oui, que la science n'est pas politique. Elle peut être politisée par certaines personnes, mais que la science en elle-même n'est pas politique et que son but c'est juste de prédire et d'expliquer et que de ce point de vue-là, la théorie de l'évolution a un très très fort pouvoir explicatif sur ce qu'on observe, sur les observations, et que toutes les attaques qu'on peut voir à droite et à gauche ne font que finalement tailler des branches annexes de l'évolution. Alors encore, quand ces attaques sont justifiées, bien sûr, mais voilà, ça, le pouvoir prédictif global de la théorie est quand même suffisamment puissant pour qu'on se dise que voilà, c'est pas demain et avec des petits arguments à droite et à gauche, et même avec les gros arguments qu'on a présentés, puisqu'au final beaucoup de ces arguments ont déjà des réponses. Celui sur la baisse de biodiversité, on sait déjà que c'est faux. Et puis surtout, il faut arrêter le sophisme de l'appel à l'ignorance. Pas parce qu'on sait pas tout que ce qu'on sait, on le sait pas. Et les gens qui ne veulent pas de cette théorie, c'est quoi leur alternative? Ouais, tiens, justement, tu lances cette question que je voulais aborder, qui est, nous, dans cette vidéo, on a pris le parti d'opposer l'évolution au fixisme. Parce que ça me semble assez logique et direct de dire que si on pense pas que les espèces évoluent, c'est qu'on pense qu'elles bougent pas. Ben oui. Or, on sait très bien que les espèces, les espèces ne peuvent pas ne pas bouger, puisque de toute façon, d'une génération à l'autre, voilà, on n'est pas identique à nos parents. Donc, le fixisme est un postulat faux, ou qui ne peut pas être vrai. Voilà, sachant ça. Je suis comme toi, ça, je sais qu'on le sait. Voilà. Au bout d'un moment, ouais, voilà, qu'est-ce qu'on oppose à cette évolution? Alors, il y a pas longtemps, j'ai eu une personne avec qui j'ai eu une discussion assez enrichissante, qui se disait avoir juste suspendu son jugement concernant l'évolution, mais qui ne se posait pas en tant que fixiste. Et ça, c'est une démarche que je trouve intéressante, et je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui suspendrait son jugement? Je suspends mon jugement sur le fait que l'arbre en face de moi soit vert. Ça n'a pas de sens. Il y a des faits
qu'il estime que les scientifiques n'ont pas expliqué assez de choses. Je suis d'accord avec lui. La preuve, tout le monde le sait. La preuve, on continue à chercher. Donc, suspend son jugement. De toute façon, personne ne dit qu'on a tout expliqué. Donc, il est en fait, enfin, à mon avis, c'est une fausse position. S'il était vraiment dans la position qu'il prétend, il serait un évolutionniste, c'est-à-dire qu'il serait convaincu que ça existe, mais il serait en train de se dire, je veux plus d'éléments pour comprendre comment ça s'est produit. S'il n'est pas dans cette position-là, je vois pas où est-ce qu'il est, ailleurs que dans un terrain qui n'est pas rationnel. Et du coup, ouais, à part le fixisme et la suspension de jugement du point de vue de l'évolution, je sais pas, qu'est-ce que... Si, il y a l'évolution dirigée. Ouais, l'intelligence design. Ça reste de l'évolutionnisme, c'est-à-dire que c'est des évolutionnistes qui pensent qu'il y a un gros doigt venu du ciel qui pousse. Oui, mais maintenant, on en est là, veut dire, les fixistes, j'en croise plus, hein. Et en général, ils sont quand même un peu frappadingues, pardon pour eux, hein, mais, parce que comme tu dis, c'est pas compliqué de se rendre compte qu'on ne ressemble pas à nos parents, et il y a quand même un faisceau de preuves qui font que, en revanche, on peut être intelligent et croire à l'intelligent design parce que l'intelligent design a fait ce choix d'accepter les résultats de la science, mais de pas accepter l'interprétation de l'histoire qu'elle raconte. Ils gardent leur histoire à eux avec Dieu qui décide tout, mais il est passé par les éléments factuels que la science a montrés. Et ça peut, voilà, ça le rassure. Ils se disent, la science me donne raison. Tu as un avis très dur par rapport aux fixistes. Un peu, oui. Mais en fait, je lis pas mal d'auteurs venant du Moyen-Orient en ce moment. Et chez eux, enfin, globalement, l'évolution finalement passe pas si mal au Moyen-Orient et au Maghreb. C'est juste que ils sont fixistes pour l'homme uniquement. Ah oui. Tout le reste, ils peuvent tout à fait admettre que ça a évolué, mais l'homme, ça ne passe absolument pas. Donc c'est pas, enfin, c'est juste pour dire que voilà, des gens intelligents, et y compris des universitaires de là-bas. Oui. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas dire que ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent est établi par la science. S'ils le disent, ils mentent ou ils se trompent, mais ils sont libres de le faire. Et même s'ils font faire, et même s'ils ont des titres académiques, s'ils mettent leur idéologie devant les faits, ils ne font pas de la science. Mais en France, les gens ont confiance, et le mot revient, hein, dans la démarche scientifique, en tout cas par rapport à ces questions-là. Et la confiance dans la science, elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui fait que les gens vont se vacciner. Or, ça recule. Et les gens qui attaquent la théorie d'évolution participent à ce mouvement d'attaque et de méfiance vis-à-vis de la parole des scientifiques, qui, à mon sens, et là, on n'est plus dans... Là, je parle en tant que citoyen, je trouve que c'est inquiétant d'avoir des gens qui commencent à ne plus avoir confiance dans ce que disent les scientifiques. Ils sont pas seuls en cause, les scientifiques sont aussi en cause. C'est à eux de faire en sorte que leurs paroles soient compréhensibles, qu'on comprenne qu'elles sont dignes de confiance. Mais je trouve que c'est inquiétant. Ouais, décidément, confiance sera le maître mot de cette vidéo. Mais la confiance qui justement, comme je le disais tout à l'heure, n'exclut pas le contrôle, c'est-à-dire que vous pouvez retourner vérifier les preuves. C'est ça la différence avec une croyance. C'est que la croyance, il faut que vous l'admettiez et que vous vous taisiez. Mais la confiance, c'est voilà, la confiance permet qu'on puisse passer derrière quelqu'un et revérifier ce qu'il a fait, quoi. La confiance, ça se mérite, et la confiance, c'est adossé à des raisons. Je fais confiance à mon mécanicien pour réparer ma voiture, pas pour me changer des dents dans la bouche. Ok, bon bah là je pense que ce coup-ci on va mettre un point final définitif. C'est ton bavard. Et non, c'est bah et puis moi j'ai plein de questions et puis tu es un personnage fascinant. Non mais en fait honnêtement j'ai jamais appris autant qu'en faisant cette vidéo. Je veux dire d'habitude quand je faisais des vidéos sur Stop Science, je relarguais du savoir, on va dire, des choses que je connaissais, mais là en faisant la vidéo des 6 découvertes qui invalideraient l'évolution, j'ai découvert des choses sur mes propres convictions par rapport à l'évolution, j'ai découvert des choses par rapport à l'évolution elle-même qui m'étaient jamais venues à l'esprit. Cette vidéo continue de m'apprendre des choses puisque là cette discussion avec toi, je trouve, a été extrêmement enrichissante et m'a apporté des tas de points de vue auxquels je penserais pas, et je pense que nos auditeurs seront un peu pareils, c'est-à-dire que on a 2 points de vue. Je pense qu'on a 2 points de vue qui sont assez différents au final, mais qui finalement concordent tous les deux vers le même point, quoi. Et je pense que c'est intéressant de confronter ces points de vue et enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, j'ai pas l'impression qu'on ait des divergences. On est d'accord sur les faits et sur la meilleure méthode pour leur donner du sens. Donc, à partir de là, et c'est une méthode qui implique qu'on soit capable d'en discuter. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit pas d'accord.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Donc si les gens qui nous suivent ont des questions, je pense que vous pouvez les poser dans les commentaires et que Thomas rôdera dans les parages pour y répondre. Merci beaucoup pour ton invitation. C'était intéressant. J'y pense, mais si les gens veulent te poser des questions, ils peuvent directement aller sur le Facebook de la Tronche en Biais. Ils peuvent directement poser leurs questions aussi. Est-ce que il doit y avoir des commentaires aussi sur ton blog, La Menace Théoriste. Donc voilà, je mettrai des liens pour tout ça dans la description parce que ça me semble important. Je pense que beaucoup de nos auditeurs viennent de chez toi. Mais voilà, s'il y en a qui connaissent pas La Tronche en Biais et La Menace Théoriste, qu'ils y aillent. Je vous invite chaudement à y aller parce que c'est vraiment de la méthode scientifique pure. Voilà. Vous êtes les bienvenus. et voilà, et restez sceptiques. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.